l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Alors aujourd'hui nous recevons Hajar Hazel, écrivaine, finaliste du prix littéraire du Quai d'Orsay présidé par Pierre Aski, autrice en 2021 de L'Envers de l'été et qui vient de publier aux éditions Gallimard son nouveau roman Le sens de la fuite. Hajar Hazel, bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons explorer votre travail d'écrivaine. Votre livre, dès que je l'ai vu, m'a tout de suite attiré. Déjà par son titre, qui est très beau, mais surtout, il nous plonge dans les turbulences du monde. D'abord dans l'effervescence révolutionnaire en Égypte en 2011, mais aussi en Syrie, en Algérie, au Liban. C'est l'histoire d'Alice, une jeune journaliste qui tourne le dos à une vie terne en France, à l'ennui, à la vie un peu programmée, et puis qui décide de voyager. Elle quitte l'Europe pour le Liban, puis l'Égypte, au cœur du printemps arabe. Elle cherche bien sûr à se sentir utile, à s'immerger dans la grande histoire, mais se confronte aussi à ses impasses, ses propres illusions et ses désillusions. Hajar Hazel, vous aviez à peine 18 ans en 2011. D'où vient ce besoin d'écrire ce moment décisif de l'histoire ? Qu'est-ce que la révolution égyptienne a été pour vous ? C'était justement pour essayer de digérer ce que j'ai pas compris à cet âge-là, parce que j'étais jeune, que j'ai senti vraiment quelque chose de très fort, de charnel en moi, en voyant ces jeunes dans les rues, en m'informant, en suivant d'abord la révolution tunisienne, puis égyptienne, et puis bien sûr au Maroc aussi il y avait le mouvement du 20 février. N'ayant pas reçu d'éducation politique, j'ai aussi fait l'expérience de vivre des moments où parfois on était exclu d'un vocabulaire militant. Ça a été mon cas par exemple au Maroc. Et je crois qu'il m'a fallu vraiment 10 ans, 15 ans pour comprendre ce que j'ai vécu et en quoi ce moment avait été décisif pour moi. Parce qu'il a été, mes premières expériences d'écriture, c'était en lien avec un web magazine qu'on a créé en 2013 pour parler des artistes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et évidemment, c'était relié à 2011. C'était pour certains d'entre eux des artistes qui avaient participé aux révoltes. C'était les street artistes égyptiens de la rue Mohamed Mahmoud. Mais je le vivais d'abord sur le plan culturel. J'avais pas compris à quel point ça m'avait forgé, ça m'avait peut-être donné une culture politique. Et justement, cette culture politique, ce que ça vous a apporté, vous diriez que ça a apporté quoi concrètement ? Qu'est-ce que ça a transformé chez vous ? Alors, c'est assez drôle parce que, en fait, déjà, ça m'a permis de poser des questions à mes parents. Parce qu'en fait, le mot politique, dans ma famille, c'était un mot tabou. C'était vraiment ma fille, ne t'intéresse pas à ça, c'est pas... Et donc, j'ai toujours cru que j'avais pas eu qu'on n'avait pas de politique dans notre famille, alors que c'était tout l'inverse, que c'était un rapport aux politiques qui était un rapport de crainte, qui était un rapport aussi de répression, etc. Et donc, je pense que c'est le fruit de tout un dialogue déjà avec mes parents. Quand 2011 est arrivé, je leur ai parlé. Quand certains amis journalistes ont eu du mal à faire leur travail comme ils devaient le faire, je leur ai parlé. Et en fait, ça a tissé une conversation avec eux aussi, qui m'a permis de comprendre, par exemple, d'apprendre que j'avais un oncle qui était au Parti communiste au Maroc et que, voilà, ils avaient caché des gens dans la maison familiale et que donc, en fait, cet héritage-là, il était aussi le mien, mais il était d'abord silencieux, en fait. Il y a eu ce volet-là, et ensuite, le second, c'est vraiment que aujourd'hui mes amis sont libanais, sont égyptiens, sont français d'origine algérienne, etc., parce qu'ils sont liés à cette expérience de médias que j'ai créée. Et ils ressemblent finalement à cette jeunesse qui s'est révoltée en 2011, quand bien même nous n'avions pas été au cœur de la révolte. Et c'est aussi un apprentissage pour moi de me rendre compte que le mot politique, c'est aussi un mot qu'on doit prendre dans son acception la plus large, qu'à partir du moment où on s'intéresse aux choses de la cité, de la police, on fait de la politique, et peut-être qu'à certains moments, je me sentais pas légitime de le prononcer parce que je n'avais pas le vocabulaire, et parce que quand j'ai participé à l'université d'été au Maroc, après le 20 février, où on a débattu, à 18 ans, je comprenais rien à ce qui m'arrivait, d'articles de la Constitution marocaine qui a été justement renouvelée en 2011, qui a été modifié en 2011, c'était profondément politique, alors que juste j'y allais avec des amis sans trop comprendre ce qui se passait. C'est déjà ça, probablement l'expérience révolutionnaire, c'est ces moments de l'ouverture, de la libération de la parole, c'est la prise en charge en fait des affaires du monde. Une chose qui m'avait absolument marqué à l'époque, alors au moins dans le contexte tunisien et bien sûr aussi égyptien, c'est que tout le monde se mettait à parler de politique. Alors qu'auparavant, les murs avaient des oreilles, etc. On faisait un peu attention à ce qu'on raconte. Et là, c'est un moment de libération de la parole. Complètement, ça passe vraiment par la parole. Moi, je crois vraiment que la démocratie, c'est d'abord une conversation. C'est se rendre compte que les gens pensent différemment de nous, qu'ils ont leur raison, qu'ils ont leur sociologie, de prendre conscience de nos biais aussi. Et je pense que j'avais envie, en fait, à la fois de digérer ce moment sur le plan littéraire, de lui rendre hommage et de nous rappeler aussi
que nous venons de là et que c'est que peut-être ces moments révolutionnaires ils se transforment pas immédiatement, mais qu'il y a aussi une histoire du temps long. Il y a aussi quelque chose qui reste malgré tout là dans cette libération de la parole, même s'il y a de la répression, etc. Et c'était aussi peut-être une réaction à ce que j'ai beaucoup entendu en France, c'est l'échec des révolutions, les révolutions enterrées. Et moi, ça m'a agacée parce qu'à partir du moment où on vit quelque chose, déjà on a du mal à voir, à le voir éteint, mais aussi je trouve que c'est un travail en fait en soi, sur soi, que de se rendre compte de ce qui peut rester et de ce qu'on peut continuer à rendre peut-être plus fort, à rallumer en fait, à ranimer. Alors vous rallumez les choses en écrivant et j'aimerais bien dans ce premier épisode qu'on réfléchisse ensemble votre travail d'écrivaine. Comment est née l'écriture même de ce livre finalement comment vous êtes dit tiens, je vais écrire un roman avec cette histoire d'Alice. Alors il y a bien d'autres personnages dont on parlera plus tard, mais voilà, comment est née cette idée? Alors, l'idée, c'est vraiment l'intersection de cette envie de donner une chair romanesque aux révolutions de 2011, mais encore une fois, d'un point de vue de romancière, pas d'historienne, pas de journaliste, et de l'autre, la rencontre du métier de journaliste de guerre. Je sais vraiment plus comment je suis tombée sur ce métier. Je sais que j'ai toujours été, avec ce média sensible aux journalistes, au journalisme, et j'ai beaucoup d'amis dans la profession. Mais quand j'ai découvert que ça existait des gens qui allaient à des endroits que les gens fuyaient, allaient un peu à contresens, j'ai trouvé ça extrêmement fertile sur le plan romanesque parce que ça interroge des questions qu'on se pose nous aussi en tant que romancier, c'est la relation avec son sujet, jusqu'où on va pour écrire, quand est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on peut raconter les histoires des autres, qu'est-ce que nous fait la douleur des autres aussi, est-ce que vraiment on peut l'oublier, la raconter et passer à autre chose, à quel point est-ce qu'elle nous imprègne. Il y a aussi vraiment la question de l'adrénaline, de la difficulté aussi du quotidien, des choses un peu plus normales. Moi, il y a cette scène de Sir Chalandon du 4e mur où il raconte que son enfant laisse tomber une glace et pleure. Il a envie de l'engueuler en fait parce qu'il lui dit mais c'est une glace. Et moi ça m'a marqué parce que je ne suis pas journaliste de guerre mais je peux comprendre ce rapport à l'intensité, au besoin aussi de faire de grandes choses, d'avoir l'impression de faire des choses qui ont de l'importance. Oui, et d'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard, mais vous faites une critique quand même du journalisme de guerre qui est assez important. D'ailleurs, pas seulement sur l'intensité, mais c'est aussi sur le fait de ne jamais vraiment rester dans l'endroit dans lequel on est en train de travailler. On reparlera de cette question-là parce qu'elle est intéressante. Moi, elle m'intéresse aussi un petit peu. Je suis pas journaliste de guerre, mais parfois ça s'apparente un peu à ce genre de travail. En tout cas, je me suis reconnu dans Alice dans un certain nombre de situations. Bien, au fond, quand on imagine un dialogue, quand vous avez écrit ce livre, on imagine toujours un peu un dialogue avec cette public, ce lecteur un peu fictif. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il saisisse le lecteur? Qu'est-ce que vous auriez aimé en tout cas qu'il l'entrevoie? Alors, ce qui m'intéresse, c'est toujours, pour l'instant, dans les travaux que je suis en train de faire ou que j'ai fait, c'est vraiment l'intersection de vision du monde et de vérité qui se complètent. Et j'ai une obsession pour essayer de raconter des histoires qui croisent les regards de gens qui sont à un endroit, donc qui doivent subir la réalité telle qu'elle est, avec sa violence, et des gens qui le visitent et qui ont leur biais, bien sûr, mais ont aussi ce recul qui leur permet de voir les choses, puisque en fait, pour voir la ville en entier, il faut un peu partir. Et donc là, sur ce sujet-là, sur le sujet des révolutions, en fait, c'était aussi la question de qui raconte, qui nous a raconté les révolutions, en quoi le point de vue des journalistes internationaux est important, parce que ne serait-ce qu'à Sarajevo, aujourd'hui à Gaza, où les journalistes internationaux ne peuvent pas rentrer, c'est évident qu'il y a une narration qui ne peut pas être véhiculée. Mais de l'autre côté, ceux qui sont sur place, c'est aussi ceux qui prennent des risques, c'est aussi la figure du fixeur que je trouve extrêmement intéressante. Le fixeur, parfois, en fonction des territoires, il fait plus ou moins de travail, en fait, par rapport au travail journalistique, la question de linguistique, comprendre la langue, qu'est-ce que ça permet, à quoi ça permet d'accéder ou pas. Et je voulais qu'en fait, peut-être le narrateur dominant, qui est Alice, qui est journaliste de guerre, un petit peu en plus, dont le métier est mythifié, soit nuancé par petit à petit les voix des autres personnages. Et donc, j'ai délibérément choisi un personnage un peu dérangeant qui permette de voir d'autres réalités aussi derrière. Et en fait, j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose autour de gratter le vernis de mythe ou de narrateur dominant qui continue à m'intéresser dans le reste de mon travail. Ouais.
Ouais, ça fonctionne très bien d'ailleurs parce qu'Alice, elle est très forte, elle est blindée, elle se laisse jamais atteindre. C'est une personne qui n'arrive pas vraiment à aimer, qui n'arrive pas à se laisser toucher, quoi, qui se protège vis-à-vis du réel et c'est assez fascinant. On va rentrer dans l'histoire d'Alice parce que son histoire peut nous parler énormément. Peut-être encore sur l'écriture parce que nous, à Craquer l'époque, on aime bien les rencontres et on dit, on a tous fait des rencontres qui nous ont plus ou moins un peu bouleversés. Quelles sont ces rencontres que vous avez faites qui vous ont fait devenir écrivaine? Je veux dire, comment c'est né ce désir-là? Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est un très long chemin et moi j'aurais jamais osé, je pense, devenir écrivaine si j'avais pas notamment d'abord écrit dans ce média de journalisme culturel ou des lecteurs en fait que je connais pas, parfois que j'ai jamais rencontrés, qui m'ont écrit pour me dire cet article m'a touché donc c'est d'abord des lecteurs de ce média culturel, je pense, m'ont donné envie d'aller plus loin et aussi la frustration de la longueur d'un article. Un article à un moment. Je me souviens d'un article qui m'a fait rencontrer beaucoup de gens d'ailleurs, qui parlait du déni de la culture arabo-berbère au sein de la bourgeoisie marocaine. Quelque chose de classique dans les pays, des pays du Sud. Il y a une bourgeoisie très tournée vers l'ailleurs et pas forcément vers son pays. Et j'avais eu des débats au moment des blogs, par commentaires interposés avec plein de gens. Et j'ai trouvé ça super intéressant vraiment parce que j'ai beaucoup appris des critiques. Et en même temps, l'envie de développer, de nuancer, d'avoir des contradictions, de faire vivre aussi les idées. Et ensuite, c'est vraiment des rencontres humaines. C'est les autres rédacteurs qui étaient avec moi dans ce média. C'est un voyage aussi que j'ai entrepris du Maroc à la Jordanie, en passant par Algérie, Tunisie, Égypte, Liban, en 2015-2016. Et je pense que ça a été un tournant pour moi parce que j'ai beaucoup écrit pendant ce voyage de journalisme itinérant, parce que j'ai aussi rencontré des artistes qui vivent dans ces pays, qui ont décidé d'y rester pour faire de l'art et de l'art engagé aussi. Et je trouve que ça force un peu le respect et je sais pas, ça fait écho en moi aussi à ce moment-là de me dire tu as quelque chose où il y a ce rapport à l'écriture, fais-en quelque chose en fait. Et vous aviez, vraiment dans la fabrique de l'écriture, je sais pas, une économie quotidienne de l'écriture. Comment vous travaillez ou déjà, dans ce livre-là, par exemple, comment vous avez travaillé? Je suis quelqu'un qui écrit assez régulièrement, on va dire, plusieurs fois par semaine, au moins 3 fois par semaine, les matins. Après, je n'ai pas vraiment d'exigence en termes de rendu. J'essaye de créer le rituel, mais ensuite je laisse vraiment l'écriture venir si elle vient, et parfois c'est une ligne et parfois il y a pas grand chose. Après il y a un avant et après publication, parce qu'évidemment quand on publie, je pense on peut se permettre, en tout cas on s'autorise d'aller vers peut-être des travaux plus ambitieux, il y a plus de recherche. Donc pour ce roman il y a eu beaucoup de recherche, j'ai vraiment traîné dans des bars de journalistes de guerre, j'ai vraiment rencontré des journalistes de guerre aussi qui m'ont énormément appris et qui ont été franchement extrêmement touchants. Samuel Forêt par exemple, qui d'ailleurs était à Jérusalem jusqu'à il y a pas longtemps, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc on va dire que dans celui-là, il y a en plus de ce rituel, cette écriture régulière et de ce travail romanesque, il y a aussi vraiment le travail de recherche et d'enquête, et j'y ai pris goût puisque je continue là pour le prochain. Et je dirais un mélange vraiment de recherche et d'enquête, de rentrer dans son sujet. Et je crois que j'adore cette phase aussi vraiment exploratrice où on sait pas vraiment en fait, on a une idée un peu globale de ce qu'on a envie de dire, mais on fréquente des personnages, et ça peut être des personnages réels qui vont se fusionner entre eux, ça peut être un livre qui nous touche et qui donne de la matière, ça peut être vraiment plein de choses différentes. C'est vrai qu'on est limite dans de la sociologie, parce que c'est vrai que moi, ces milieux-là de journalistes de guerre, je les ai bien reconnus dans votre livre. Ce café, notamment, où ils se rendent tous, c'est évidemment des choses dont je vois à peu près à quoi ça peut ressembler. C'est une tradition, en tout cas, dans notre podcast, c'est qu'on cherche à qualifier l'époque dans laquelle on est. Et donc, on pose toujours cette même question, mais si vous aviez un mot qui vient à votre esprit, quel serait le mot que vous utiliseriez? Alors, je dirais renversante. Parce que, bien sûr, on aurait envie de dire, j'aurais envie de dire désespérante, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec la guerre en Ukraine, en Palestine, c'est très dur de trouver de l'espoir. Mais je dirais renversante parce qu'il y a quand même aussi à l'intérieur de ça des motifs de joie, d'espoir. On passe par des hauts, des bas tout le temps, j'ai l'impression. Par exemple, parmi les choses moi qui m'enthousiasment énormément, c'est que j'enseigne au Maroc, de voir la jeunesse marocaine qui crée, qui entreprend et peut-être change de regard sur elle-même, s'autorise à faire des choses, à choisir des métiers, que peut-être je n'avais pas vu moi quand j'y ai grandi. Ça c'est un motif d'espoir énorme, et j'ai vraiment l'impression que le Sud global aussi vraiment en train de
de s'émanciper d'une forme de volonté de suivre un peu la norme occidentale ou la norme du Nord. Et ça m'enthousiasme aussi beaucoup. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il faut l'apprivoiser dans ses hauts et ses bas. On pourrait même le dire, c'est vrai que dans les cadres de pensée où de plus en plus on va remettre en cause finalement ce qui était globalement assez stabilisé, les habitudes de pensée on va dire occidentales. Ça, c'est vrai que c'est un moment assez intéressant. Vous avez par exemple un débat qui en ce moment vous suscite précisément cet enthousiasme de... Par exemple, on va écouter une des musiques justement marocaines que j'aime beaucoup du moment, mais c'est vraiment le milieu de la culture et de l'entrepreneuriat au Maroc que j'observe, le fait que les gens reviennent, des jeunes qui peut-être allaient d'abord faire une carrière, enfin évidemment c'est des gens privilégiés qui font des carrières à l'étranger, il y a vraiment un mouvement de retour et on se soude aussi, on travaille ensemble, et j'ai l'impression que même le pays ou peut-être une certaine catégorie de personnes va peut-être nous encourager là où il y a quelques années, enfin nos parents, franchement mes parents me disaient attention, méfie-toi, enfin c'était vraiment la méfiance tout le temps par défaut, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la jeunesse, en tout cas au Maroc, qui m'enthousiasme, mais parce qu'en fait on partage nos déboires, en fait, je pense aussi. Il y a des cercles de confiance en fait qui se créent. Voilà, pour moi c'est un motif d'espoir énorme, notamment dans les endroits où on crée des choses, où on déplace un peu des vérités, la recherche aussi. Pour moi, recherche, journalisme, création et entrepreneuriat, c'est des milieux que je trouve pleine effervescence au Maroc, en tout cas. L'époque est renversante et vous écrivez dans une époque renversante. Alors, quel sens vous donnez à l'acte d'écrire, l'acte de publier un roman Non, mais vraiment, c'est un peu renversant parce que, en fait, on maîtrise rien du tout. C'est assez drôle parce que je pense qu'il y a beaucoup justement de travail, de technique. Et à un moment, en fait, l'objet nous dépasse complètement. Chacun le lit à sa façon. C'est étrange aussi d'écrire alors qu'il y a plein d'autres médias aujourd'hui. Donc pourquoi on s'accroche à ça enfin, en fait, j'ai l'impression que je vis sans cesse, et avec mes amis auteurs aussi, avec ce questionnement de cette forme a besoin d'exister parce qu'elle permet de faire des choses que d'autres formes ne peuvent pas, parce qu'en fait, quand on lit un livre, on n'a pas besoin de décrire les personnages, chacun les imagine comme il veut, et je trouve ça génial aussi de pouvoir contrecarrer cette surimposition de l'image, de la couleur, de vraiment essayer de créer un récit qui passe par d'autres choses, qui nous accompagnent aussi, qu'on lit pendant des semaines, etc. Et de l'autre côté, ce besoin peut-être, polarisation des idées qui fait que c'est très étrange de voir un livre, par exemple, qui dérange ou qui est lu de façon... Ce livre a été lu de façon très différente par des gens au Maroc, de l'autre côté de la Méditerranée ici. Et donc de lâcher prise, c'est pas facile, je trouve, de lâcher prise. Et en même temps, c'est ce qu'on recherche, en fait, parce que chacun, c'est plus à nous, c'est aux gens qui le lisent. Alors, il y a l'écriture de Jarazel qui écrit un roman sur cette histoire. Et il y a aussi Alice qui a une autre écriture, l'écriture journalistique. Alice, elle n'arrête pas de se poser quand même la question de finalement à quoi bon écrire les révolutions. Est-ce que vous vouliez, dans cette période à la fois d'une attention complètement dispersée d'un point de vue de l'information, finalement, est-ce qu'il n'y a pas ici une critique du fait de raconter quelque chose qui ne fait qu'informer finalement? Est-ce que Alice, elle nous aide à penser la révolution égyptienne? Ouais, non, mais c'est très bien formulé. En fait, les questionnements que je me pose moi en tant que romancière, je les ai aussi confiés à Alice en quelque sorte. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours besoin du doute. Moi, en fait, mon écriture part toujours du doute. Et je trouve que pour revenir à la question du début, si un livre permet quelque chose, c'est peut-être de bousculer nos certitudes et de se rendre compte, évidemment, les gens qui lisent en plus un livre sociologiquement, c'est des gens quand même qui sont plutôt privilégiés, de se rendre compte qu'en fait, il y a plein d'autres vérités, plein d'autres réalités, plein d'autres choses à faire au-delà de raconter des choses. Et la quête d'Alice, oui, c'est une quête de sens profonde qui ensuite va faire écho à une quête plus personnelle, plus familiale. Il y a des gens qui m'ont dit, on se demande parfois si elle écrit pas pour elle-même, et peut-être que c'est ça qu'elle n'ose pas assumer. C'est peut-être un peu ça aussi, à un moment assumer que on peut avoir envie d'avoir une écriture. Je pense que c'est mon cas qui est engagé, qui est politique, mais que in fine aussi il y a une forme d'humilité à accepter que l'écriture ce n'est que de l'écriture aussi, et qu'il y a plein d'autres choses. Et c'est vrai que ça transparaît assez bien entre, d'un côté, sa quête politique, elle est fascinée par l'effervescence révolutionnaire en Égypte, mais on voit bien aussi que c'est un personnage qui a besoin de faire quelque chose, un peu d'extraordinaire pour se sentir utile, qui a besoin un peu de hors du commun pour se sentir utile. C'est fascinant, moi je trouve la question de... en fait, Alice, elle ne sait pas se positionner au bon niveau, enfin, si à un bon niveau, moi je trouve que c'est une vraie question, en tant que sujet par rapport à son objet. Et elle va avoir tendance à vouloir être le plus proche possible du terrain, le plus proche possible de son objet. Mais est-ce que c'est toujours le bon endroit depuis lequel le raconter ? Je ne sais pas. Et c'est une question que je me pose aussi.
Surtout quand on décide d'écrire des romans, en fait, on raconte forcément les histoires des autres aussi. Et en fait, moi, j'ai aussi un héritage, c'est ma mère, en réalité, là on va passer à la partie psychanalyse, mais qui est quelqu'un qui se méfie beaucoup des histoires. Moi, j'ai grandi aussi avec cette méfiance vis-à-vis des narrateurs. Donc au fond, ce que je cherche à transmettre, c'est aussi cette méfiance vis-à-vis des narrateurs, que ce soit un journaliste ou l'État, en fait, un État qui nous dit, voilà l'histoire officielle, voilà quelle borne j'ai choisi de mettre. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut, au contraire, ça reste important, et encore plus aujourd'hui, je veux dire, on ne peut pas taper sur les journalistes aujourd'hui, on a besoin d'informations au milieu de ce marasme, mais on a aussi besoin de regard critique vis-à-vis de la situation d'énonciation, en fait. Qui raconte, à qui, avec quel biais. C'est à partir de là, moi, je trouve qu'en tout cas, il y a de la matière romanesque, en fait. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas si facilement trancher. Vous avez choisi un extrait d'Albert Camus, La chute, que l'on va écouter tout de suite. Parfois, tard dans ces nuits où la danse, l'alcool léger, mon déchaînement, le violent abandon de chacun, me jetaient dans un ravissement à la fois tas et comblé, il me semblait, à l'extrémité de la fatigue, et l'espace d'une seconde, que je comprenais enfin le secret des êtres et du monde. Mais la fatigue disparaissait le lendemain, et, avec elle, le secret, je m'élançais de nouveau. Je courais ainsi, toujours comblé, jamais rassasié, sans savoir où m'arrêter, jusqu'au soir plutôt, où la musique s'est arrêtée, les lumières se sont éteintes. La fête où j'avais été heureux. Ce passage, je le trouve parfaitement adapté à votre livre. C'est un peu une effervescence poétique qui est aussi une effervescence existentielle. Oui, et il y a ce rapport à la fête, puisque le sens de la fuite, c'est aussi le sens de la fête, au fond, et à quel point le besoin de se sentir vivant, il peut nous porter, il peut nous amener à faire des choses qui nous réalisent, il peut nous perdre aussi, et je pense aussi que les errances font partie du chemin, et que en fait, je vois même pas comment on peut se trouver sans errer à un moment, ou sans vagabonder, sans faire des erreurs. Et je crois aussi, en fait, que la question du désir, au fond, ce livre aussi, il la pose. C'est parfois le désir dit plus de choses de nous qu'on le sait, en fait. Il dit des choses de nous qu'on ne sait pas encore. C'est quelque chose de très pulsionnel, de très dans la chair. Et parfois, en fait, ce désir nous amène à faire des choses ne sont pas clairs au début, on ne sait pas pourquoi on les fait, mais a posteriori, on comprend. Et peut-être c'est ce lâcher-prise-là, en fait, vis-à-vis de ce besoin-là que j'avais aussi envie de raconter, et qui, évidemment, dans cette citation de Camus, est très fort. Et puis j'aime bien à la fin, quand même, les fêtes où j'étais heureux, je crois. Enfin, il y a quand même au bout, une forme de possibilité de trouver une forme d'apaisement ou de joie, fût-elle momentanée. Hajar Azal, vous êtes marocaine, et dans ce livre, vous avez choisi de parler du nouveau monde, de la révolution, des rêves, d'une toute autre société, etc. Donc vous parlez de l'Égypte, vous parlez de l'Algérie aussi, à travers deux autres personnages qu'on évoquera un peu plus tard, du Liban, et puis vous ne parlez pas du Maroc. Oui, c'est ma fuite à moi, justement, dans ce livre, Mise en abîme. Et c'était pareil dans mon premier roman, qui n'est pas situé, qui est dans un village imaginaire que j'ai appelé Tefl. Je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment une condition de possibilité de mon écriture pour ces deux romans. Je crois que j'avais envie de fuir ce qu'on attendait de moi aussi, surtout en tant qu'auteur, et puis qui écrit en français, qui est marocaine. On attend certains types de textes qui m'intéressent pas, et surtout que je me sens pas capable de raconter. Excusez-moi, on attend quel genre de texte ? Des textes qui racontent ma vie, ou qui vont parler de la misère des femmes arabes dans le monde. Et moi, bien sûr, mon récit mes textes sont féministes, et il y a aucun sujet là-dessus. Je voulais vraiment de l'imaginaire, une matière qui me permette aussi de romancer. Parce que à partir du moment où justement il n'y a pas le Maroc, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'inventer et d'imaginer. Et comme je le disais au début, malgré tout, cette expérience, elle est forgée par le 20 février, par mon expérience, puis mes amitiés militantes au Maroc. Après, c'est aussi vraiment... en fait, c'est tous des pays où je suis allée, à part la Syrie, d'où le passage elliptique. C'est aussi un hommage, au-delà de ce contre, il y a aussi pour autre chose, pour l'Algérie. Moi, je suis contente que mes lecteurs marocains aient pu voyager en Algérie, et que j'ai pu parler d'Algérie au Maroc aujourd'hui. C'est quand même devenu compliqué, alors que vraiment, c'est le voisin d'en face qui mange la même chose que nous, qui parle la même langue, vraiment, littéralement, qui écoute la même musique, mais à qui on n'a plus le droit de parler. Vraiment, on n'a plus le droit de prononcer le mot Algérie. Je trouve ça vraiment très, très triste. Et l'Égypte, moi, c'est un pays, quand j'y suis allée pendant ce voyage en 2015-2016, c'est un pays qui m'a bouleversée. Oui, je pense qu'il y a une part de moi que j'ai trouvée en Égypte. Je ne saurais pas dire laquelle exactement, mais je me suis sentie très proche des gens, de l'espèce de côté très théâtral des Égyptiens. Le Caire aussi, c'est une ville que j'ai trouvée fascinante. Et je voulais vraiment égoïstement y retourner par la fiction. Alors autant vous ne me parlez pas du Maroc dans votre livre. Par contre, vous avez choisi une chanson, Fadma Tassouta Inmal, que l'on va écouter tout de suite.
Laura Jarazel, racontez-nous le choix de cette chanson. C'est une musique que j'aime beaucoup, c'est en Amazigh du sud-est du Maroc. Et Fadma, en fait, c'est l'histoire d'une femme forte marocaine qui, en fait, c'est assez beau, le clip est très beau aussi. Elle a été un peu délaissée par celui qu'elle aimait et il revient après une cérémonie de mariage et elle le repousse et elle se sent un peu trahie et elle décide de partir seule. Et je trouve qu'il y a vraiment cette force dans cette musique et des rythmes du sud mélangés à la langue amazigh, qui est la langue de ma mère d'ailleurs et que j'essaye d'apprendre parce qu'on ne me l'a pas transmise. Alors, ce qui apparaît dans votre livre, c'est la volonté d'Alice d'être dans la grande histoire. Beaucoup de personnes peuvent avoir, et on en retrouve beaucoup d'ailleurs dans les pays où l'histoire se fait, entre guillemets, qui ont un peu cette quête presque narcissique de vouloir être absolument là où se joue, où est en train de se jouer l'histoire. Là où finalement l'attention publique internationale se porte. Et finalement, une chose qui m'a marqué, c'est que dans tout ce que dit Alice, elle parle peu de l'Égypte en réalité. Alice, elle vit le moment, elle vit l'effervescence révolutionnaire, mais finalement, la société égyptienne, on a l'impression qu'elle passe un peu à côté de cette société, non ? Oui, en fait, Alice est jeune quand elle commence, elle est journaliste indépendante, elle a ce deuil de son père qu'elle n'a pas vraiment connu, en fait, qui est mort quand elle avait 15 ans, cette langue arabe qu'on lui a transmise à moitié. Donc il y a quelque chose d'abord, elle a quelque chose à régler avec elle-même, en fait, d'abord, et c'est peut-être ça qui l'empêche aussi peut-être de trouver le bon positionnement pour s'intéresser aussi à ce qui se passe autour d'elle, au-delà de l'intensité, de la révolution. Et en même temps, moi, peut-être son attachement le plus fort à l'Égypte, c'est aussi un attachement amoureux, c'est l'attachement à Bassem, ce fixeur qui va l'aider à faire son travail et qui va devenir très important dans sa vie. Et en même temps qu'elle n'assume pas complètement. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose que j'avais envie de creuser aussi sur, en fait, à quel point un endroit qui est un endroit de passage, en fait, c'est ce que lui dit Bassem. D'ailleurs, il lui dit, tu auras un autre Bassem, ce journaliste qui s'appelle Bassem, il dit, tu auras un autre Bassem dans tous les autres pays où tu iras. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai pour elle, puisqu'il se trouve que c'est vraiment une histoire qui va la hanter, mais qui va l'amener à se poser la question de vraiment pourquoi est-ce qu'elle fait ce métier, est-ce qu'elle cherche juste à avoir des prix et à choper l'information la première, ce qui est le cas d'autres collègues qu'elle critique, ou est-ce qu'il y a d'abord des choses à régler avec elle-même peut-être pour pouvoir mieux faire son travail. C'est un petit peu là que sa quête rejoint une autre quête qui est une quête familiale. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment le début. Quand on commence un travail, on sait pas, c'est normal en fait, on sait pas vraiment ce qu'on y cherche, on est novice, et c'est peut-être à cet endroit-là où je me suis aussi sentie légitime de raconter sur le plan romanesque, parce que je peux pas raconter le travail d'un journaliste de guerre qui a fait des terrains de guerre vraiment dangereux et voilà, parce que ça aurait demandé une recherche très différente. Par contre, je vois, et ça m'intéresse de savoir avec quoi on se débat quand on commence en rêvant d'un métier comme celui-là.
Et puis c'est bien, c'est parce que vous montrez aussi que tout n'est pas affaire de grande rationalité politique qui fait qu'on se soulève pour telle raison, ou on a de l'attachement à une révolution parce qu'il y aurait des motifs politiques qui seraient absolument débattus sur lesquels on serait d'accord. Il y a aussi le fait d'être avec des personnes, il y a aussi le fait de se sentir en une société qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose de l'ordre du vécu de l'événement lui-même. En tout cas, chez Alice, ça paraît assez clairement qu'elle a une subjectivité, elle a un personnage très intense en réalité. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'elle fait, c'est effectivement peut-être pas raconter l'Égypte. Déjà, ce serait compliqué pour un journaliste qui débarque, qui connaissait pas ce pays en fait avant. Peut-être qu'elle a une forme d'humilité aussi sur le fait de se dire, je vais peut-être déplacer un petit peu les choses. Par exemple, il y a un moment où elle décide d'aller à Alexandrie parce qu'elle se rend compte qu'en fait, tout le monde ne raconte la révolution que depuis le Caire, et peut-être que juste déplacer un petit peu, aller dans d'autres villes, c'est déjà apporter quelque chose d'un peu différent. Elle va relire à l'infini ses articles pour être sûre de pas parler à la place des autres, etc. Et moi, c'était ces petits mouvements-là qui me touchaient. Même la question du titre, que j'ai d'ailleurs appris en documentant. Le titre est rarement choisi par les journalistes. Je trouve ça absolument fou, parce que le titre dit énormément aussi d'un positionnement, voilà. Et il peut trahir aussi le contenu de l'article. Et il y a un moment où ça va lui arriver aussi. Donc c'est peut-être ces petites galères-là, mais qui disent déjà beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut raconter avec justesse d'un événement qui est plus grand que nous, évidemment. Ça peut être très vertigineux d'ailleurs quand la rédaction a choisi un titre sur lequel le journaliste n'était pas du tout d'accord, ça pourrait prêter à polémique, parce qu'évidemment l'idée c'est de susciter l'attention. Bien sûr. Évidemment, la grande bataille. Jarazel, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre notre entretien autour de votre dernier livre, Le sens de la fuite, paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaîté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.